Dialogue, table ronde, concertation, ces différents concepts reviennent au devant de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Nous en parlons dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité. Il sera également question de la situation sociale des Congolais. Va-t-elle mieux avec eux? Mais également, on fera une petite incursion à l'international où nous allons parler de la guerre au Soudan du Sud, mais également des élections américaines. Madame, messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité, qui reçoit Tony Kaswis Bolamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Odia. Vous allez bien? Oui, ça va. La dernière fois qu'on s'est vu, où vous m'avez reçu chez vous, mais c'est moi qui vous recevez dans le cadre de cette émission, vous avez... On essaie de parler, on parlait du gouvernement, des consultations que menait entre autres la première ministre Judith Suminwa. 3 mois après, le gouvernement est là. Déjà, quelle lecture faites-vous de ce gouvernement Suminwa? Oui, le gouvernement est arrivé. On a parlé du gouvernement, oui, mais le gouvernement est arrivé dans une période très, très difficile de notre pays. Et c'est très difficile de juger un gouvernement qui doit gérer les conflits. Les priorités ne sont pas les mêmes, les urgences ne sont pas les mêmes. Raison pour laquelle nous devons toujours avoir un regard un peu reculé suite à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Mais le gouvernement il a été nommé justement pour résoudre les différents conflits qui, comme vous venez de le dire, gangrènent un peu, pas qu'un peu d'ailleurs, mais qui gangrènent la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'avec ce gouvernement, au regard de peu d'actions qu'on a vues en l'espace de 100 jours, bientôt, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Bon, résoudre les conflits, quand on parle de conflits, c'est qu'il y a des belligérants. Le gouvernement ne peut pas résoudre les conflits seul. Donc, pour résoudre des conflits, il faut voir ailleurs, avec les autres, avoir un autre regard. Aujourd'hui, nous avons plusieurs situations de belligérance au pays, raison pour laquelle, le 31 décembre 2023, centre Bossolo de la CENI, nous sortions des élections, moi j'étais candidat, nous avons reconnu les résultats annoncé par la CENI, qui est seule habilité à le faire. Dans ma lettre de reconnaissance des résultats de la CENI, j'avais demandé à ce que le président de la République, qui était provisoirement reconnu vainqueur à l'époque, avant que cela ne soit confirmé par la Cour constitutionnelle, j'avais demandé le 31 décembre 2023 au centre Bossolo que le président rassemble, que nous puissions avoir une sorte de rencontre, dialogue, je ne sais pas quel mot on pouvait appliquer, pour nous parler entre nous, parce que nous sortions des élections dans des conditions très difficiles et des frustrations. Je pense que tout le monde avait suivi les frustrations qu'avait connues Moïse. Le président Fayoulou ne s'est pas remis des élections de 2018, raison pour laquelle j'avais demandé au président de la République de nous parler entre nous et qu'il parle en particulier avec le gouverneur Katumbi et avec le président Fayoulou. Cela était resté dans ma tête parce que je savais où nous allions devant la situation qui prévalait au pays. On va parler de ça, mais je me dis, est-ce que vous... Parce que je présenterai, en tout cas, on va diffuser la vidéo, l'interview que vous avez accordée à notre confrère Jesse Kabassé au centre Bossolo de la CENI. Je crois qu'on va suivre ça tout à l'heure, mais je voulais revenir par rapport aux différents conflits. Est-ce que vous dites que la RDC, c'est la somme des conflits actuellement? Non, nous ne sommes pas... Parce que vous semblez résumer l'action du gouvernement à ces différents conflits. Bon, la RDC n'est pas que ça, quand même. Non, vous savez, madame, on ne peut pas entreprendre des actions de développement lorsqu'il y a la guerre, par exemple. Toutes les priorités seront focalisées à remettre la paix. Actuellement, nous avons la guerre, nous avons le M23 et l'AFC qui ne cessent d'avancer. Nous avons les groupes armés, les Zaïre, les Codeco, qui ne cessent de tuer les Congolais, de décapiter, tout ça. Et nous avons
un grand conflit qui nous guette vers les voisinages, le Soudan, la RCA, qui ne s'est pas encore remis des différentes rébellions qui avaient sévi le pays. D'où notre gouvernement est en difficulté pour bien travailler suite aux différents conflits qui nous entourent d'abord. La RDC, c'est un pays qui a 9 voisins, comme nous le savons. Tant que nos 9 voisins ne seront pas en paix, ne seront pas tranquilles, nous qui sommes les boosters de l'Afrique, nous ne pourrons pas décoller. Donc vous êtes en train de nous dire actuellement, il ne faut même pas parler de développement du pays, il ne faut même pas parler d'autres secteurs de la vie sociale, économique du pays, tant qu'il y aura toujours une partie de la RDC sous le feu, ou même pas qu'une partie, tant qu'on sera en guerre, au fait. Il faut résoudre le problème sécuritaire. C'est de la paix que tout émerge. Mais alors, à quoi servent les autres membres du gouvernement? Ça, les jours vont recevoir. Il faut tout focaliser sur la guerre, on se dit alors qu'il y a des ministres sectoriels. Donc... Non, je ne dis pas tout focaliser sur la guerre, c'est-à-dire en faire une priorité. Faire de la paix une priorité. Ce qui est le cas quand même déjà avec le gouvernement. Ça, je ne sais pas, parce que je ne connais pas la feuille de route du gouvernement, je ne connais pas les programmes du gouvernement. Vous l'avez suivi quand même, ça a été présenté au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, madame la Première ministre avait parlé de l'austérité. Il fallait baisser les trains de vie du gouvernement, il fallait, mais jusque-là, je vois qu'on ne baisse toujours pas les trains de vie du gouvernement. Quand j'étais candidat, mon cheval de campagne, c'était l'austérité. On en avait également parlé. Moi, voilà. Je vous demande... J'étais très contente quand la Première ministre avait dit que le gouvernement sera dans l'austérité, mais là, je ne vois rien. Tous les jours, on organise des forums, des rencontres des jeunesses. Ce n'est pas des priorités. Et en même temps, la guerre semble être très loin. Parce non, la guerre n'est pas très loin parce que ça se passe au Congo. Ça se passe au Congo, mais certains, on a eu entendu des phrases comme la guerre est un peu loin de la capitale. Est-ce que c'est des attitudes qui sont au Kivu, ceux qui sont à l'Est ne sont pas des Congolais. La guerre se passe au Congo. Donc il faudrait nous focaliser pour trouver des solutions congolaises d'abord, puis africaines, afin que nous puissions sortir de cette problématique d'insécurité qui a beaucoup duré. Parlons vous aviez déjà commencé à parler de cela, de cet appel au dialogue que vous avez lancé dès le 31 décembre lors de la publication des résultats provisoires de la présidentielle. Moi, je vous propose de suivre, et vous, et nous, et les téléspectateurs, qu'on puisse suivre cet extrait de cette interview que vous aviez accordée à notre confrère Jessica Bassélé, et on revient juste après pour discuter sur ça. Au candidat président Tshisekedi qui est provisoirement élu, proclamé par la CENI, j'avais bien mentionné d'abord qu'il fallait que, s'il est confirmé par la Cour constitutionnelle, de rassembler les Congolais. Parce que cette élection, nous sommes allés dans cette élection dans des circonstances particulières. C'est-à-dire, nous avons une partie, comme vous venez de le dire, de notre pays qui est occupée par la rébellion. Vous savez, quand on fait la politique, on doit toujours faire une sorte de rétrospective de l'histoire de notre pays. En 1995-96, le maréchal Mobutu était fragilisé par les oppositions intérieures, alors que nous avions la rébellion qui commençait. Jusqu'à ce que, vu la fragilité, il était très fragile de l'intérieur, cela n'était pas en notre faveur. Moi, je suis un mobutiste, les gens le savent. N'était pas en notre faveur. Ancien gouvernement de l'Équateur. Oui, et nous avons, l'AFDEL et les armées des voisins de la coalition ont pris les affaires. Nous avons vécu ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, nous avons à l'Est les M23 et ses alliés qui nous font la guerre. Les élections ont été très violentes. La campagne a été très violente par des mots. Maintenant, la campagne est derrière nous. Nous devons regarder le Congo. Nous devons regarder comment souder l'unité nationale ou ressouder l'unité nationale. Dans ma correspondance, quand j'ai félicité les candidats élus provisoirement, j'avais bien dit particulièrement que les présidents puissent parler avec les candidats, en particulier parler avec les candidats Katumbi
et candidat Fayoulou. Parce que nous sortons tous de ces élections avec des blessures et avec des frustrations. La seule façon de mettre fin, c'est de nous parler entre Congolais, entre nous. On ne parle pas du dialogue, hein. On ne parle pas du dialogue, mais d'échanger entre nous, quel que soit le mot, quel que soit, d'échanger et que nous puissions ressouder l'unité nationale, que nous partions avec d'autres bases. Et j'ai rappelé, on va terminer par là. Oui, au président qui est élu provisoirement, qui n'est pas élu grâce aux chefs de parti. Ce sont les Congolais qui l'ont voté. Parce que les chefs de parti, chaque chef de parti a peut-être 5 membres de famille. Donc ce sont 10 millions de Congolais qui l'ont voté. Donc il n'est pas président d'un clan des gens qui vont encore reprendre le pays en otage et laisser la population dans une situation sociale médiocre. Il est le président de tous les Congolais. Que le président ait le temps de nous écouter en tant que citoyens congolais, de penser à la patrie et non au parti. Alors là, on vient de vous suivre. Oui. Vous parliez déjà du fait que le président de la République devait appeler Fayoulou, ses compatriotes. Tous les Qu'est-ce qui acteurs, vous avait fait dire ça? en particulier Fayoulou et Moïse Katumbi. Juste parce qu'ils étaient frustrés ou vous aviez des soubassements qui vous ont poussé à l'époque déjà à lancer cet appel? Oui, non, vous savez, madame, quand on fait de la politique, on doit être d'abord un observateur avant d'être acteur. Pourquoi j'ai cité, j'ai dit en particulier, j'ai dit que le président nous fasse asseoir certains leaders politiques et leaders d'opinion, certains Congolais qui ont un peu de la voix, et en particulier, c'était ça même dans la contenance de ma lettre que j'ai lui adressée, ma lettre de félicitations, en particulier pour Anna Katumbi et le président Fayoulou, parce qu'il y a eu beaucoup de frustration lors de la dernière campagne. Donc il fallait, parce qu'ils se connaissent les trois. Oui, ils étaient dans la Mouka à l'époque. Ils étaient à la Mouka, dans Genval, donc ce sont ses compagnons de lutte, si je peux dire ainsi. Ils se connaissent, qui se parlent. D'abord à trois, et si les autres suivront après, suivront. Et je sais que si se parlent d'abord à droite, nous trouverons beaucoup de solutions devant la situation que le pays traverse. J'ai toujours su de quoi je parle. L'initiative devait venir de qui, selon vous? Parce que là, on parle 6 mois après. On a vu que rien. Peut-être on en parlera. Mais l'initiative devait venir de qui? L'initiative peut venir du chef de l'État parce que c'est lui le chef. C'est lui le garant des institutions. C'est lui le garant de l'unité nationale. Quand le chef de l'État, lors de sa dernière interview, a accordé également à deux de nos confrères, il a dit qu'il aurait reçu les princes de l'Église, mais comment vous avez analysé la réponse du chef de l'État quand il dit, d'un côté vous avez Katumbi, qu'il a qualifié pratiquement de borderline, et de l'autre côté vous avez Fayoulou qui ne reconnaissait pas sa légitimité, il était un peu pied et poing lié. Non, il est en difficulté. Comment on fait? Non, le chef n'est jamais en difficulté. J'ai suivi le président, oui, j'ai suivi l'interview en entièreté, où il a soulevé les deux problèmes. Bon, ce sont des mots, des périodes et des temps. Vous savez, madame... Qui ajoute au mot, au fait? Non, vous savez... Au mot qui je garde beaucoup le mot. Parce que moi, j'avais un aïeul. Le mot M-O-T-S ou le mot M-A-U-X? Non. M-O-T-S. Parce que mon aïeul qui était politique me disait toujours, quand j'avais l'occasion de changer politique avec lui, il disait, mon fils, quand je te parle ou je vous parle, n'écoutez pas mes phrases, écoute mes mots. Raison pour laquelle, quand quelqu'un me parle, je suis focalisé, certes, à ce que la personne dit, mais je suis très, très, très focalisé sur des mots. Le chef de l'État a dit ce que vous venez d'évoquer. Après, le chef de l'État a demandé aux prêtres, aidez-moi à le faire. C'est pas ça ce qu'il a dit, puisque moi je l'ai suivi. Il a dit comment il va s'y prendre. Mais comme c'est lui le garant de l'unité nationale, je sais qu'il a plusieurs moyens, plusieurs canaux pour ramener tous dans la même voie, dans la même direction, pour que nous puissions sauver notre pays. Et si je dois continuer encore dans l'interview du président,
Il a dit qu'il ne veut jamais parler avec ceux qui ont pris des armes. Il peut parler avec le président, son homologue rwandais, pour lui dire ce qu'il pense. Et moi, j'ai retenu parler. Parce que quand on parle, qu'on découvre qui pense quoi, qui veut quoi exactement. Parce que si aujourd'hui, aussi avant, nous deux, nous ne parlions pas, vous pouvez avoir votre idée sur moi. Moi aussi, je pouvais avoir mon idée de votre personne. Donc, et de parler, c'est la parole, parce que, bon, je suis un protecteur de la laïcité, mais je suis aussi croyant. Comme on dit là, Dieu a créé le monde par la parole. C'est la parole que nous pouvons soulever certains sujets d'incompréhension ou de compréhension pour que l'on avance. Mais moi, j'ai pour principe, je ne vis pas pour la raison. Moi, je vis pour la compréhension. Quand quelqu'un me fait du mal ou quoi, j'essaie toujours de comprendre le pourquoi de son geste. En suivant l'interview, la dernière interview du président de la République, vous avez relevé, il veut parler. C'est comme s'il y a deux dimensions dans ce parler-là. D'abord, parler en interne. Oui. Et puis parler avec l'extérieur, notamment avec le voisin qui agresse la RDC. Nous sommes dans ces cas de figure-là. Donc il faut, par exemple, qu'on ait deux types de dialogue. Dialogue interne et dialogue externe. Pourquoi pas? Un père de famille qui a des conflits du voisinage et qui a des conflits avec ses enfants à la maison, il commencerait d'abord par parler celui à la maison afin d'aller résoudre les problèmes du voisinage. Il pourra d'ailleurs être accompagné par ses enfants pour aller résoudre des problèmes de voisinage. C'est comme ça que moi je vois les choses. Raison pour laquelle, le 31 décembre 2023, j'avais dit qu'il fallait qu'on se parle. Il fallait qu'on se parle entre nous afin que nous puissions faire face à la situation de guerre qui prévaut actuellement dans notre pays. J'avais d'ailleurs rappelé en 96, 95, 96 les cas du maréchal Mobutu qui était très fragilisé par son opposition. Il n'y avait aucun dialogue, il y avait des ping-pong. C'est là conduit à ce qui nous est arrivé avec l'AFDL. Donc, nous devons souder ou ressouder, comme j'avais dit, l'unité nationale autour des garants de l'institution et des institutions afin que nous puissions faire face pour parler ou à tout ce qui peut arriver avec nos voisins. Vous utilisez pratiquement les mêmes mots que Martin Fayulu, qui est également moi, je appelé. parle de ce que j'ai. Voilà, je dis, vous avez utilisé. Martin Fayulu récemment a dit, il faut une table ronde. Je vous fais. Je vous en parle. Moi, je reviens sur ce que j'ai dit le 31 décembre 2023. Vous avez dit ça le 31 mars 2023. Si le président Fayulu a dit ça, je suis content. Martin Fayulu récemment parle d'une table ronde pour recréer la cohésion nationale. En fait, qu'est-ce qui manque? Parce qu'on semble voir de part des uns et des autres la volonté de créer l'unité. Si on ne dit pas au président de la République qu'il y a des frustrations, c'est que ces gens-là ne l'aiment pas ou ils sont en train de les mentir. Mais ils sont frustrés pourquoi? Parce qu'ils ont perdu les élections? Non. Il y a eu beaucoup de frustrations. Il y a eu des mots M-O-T-S avec des mots avec M-A-U-X. Il y a eu des mots. Raison pour laquelle nous devons nous parler entre nous. C'est pas parce que les égos des uns ont eu à prendre un coup qu'on doit tout le temps faire on doit faire tout le temps un dialogue parce que quelqu'un se sentit vexé. Aujourd'hui, je vois Nanga a pris les armes, il fait la guerre. Ce sont des frustrations. Je condamne toujours ceux qui prennent des armes tout en poussant ma compréhension loin du pourquoi de leurs actes. Des frustrations égoïstes pour certains. Bon, moi, je ne sais pas, mais j'avais évoqué, il y avait des frustrations républicaines pour d'autres. Si des frustrations égoïstes pour certains existent, antipatriotiques, des frustrations républicaines, citoyennes et patriotiques pour les autres. D'où il fallait assainir la situation politique
par des entretiens ou par des dialogues ou par des pourparlers entre nous, afin que nous puissions avancer et apaiser les guerres. On ne peut pas diriger par défi, on ne peut pas diriger sans apaiser les cœurs. Vous savez, j'ai fait une sorte de rétrospective des élections en France quand le président Chirac a remporté devant le Front National. Après les élections, il avait parlé avec la classe politique française. C'est comme on voit aujourd'hui le président Macron qui rencontre toute la classe politique parce que la situation en France ne va pas très bien. Donc ça, c'est pas par faiblesse. Si les chefs de l'État rencontrent ses compatriotes, c'est pas une faiblesse. C'est d'ailleurs de la grandeur. Moi, je pense que il l'a fait pendant il y avait les dialogues ou les concertations. Il l'a fait où il a rencontré la classe politique, on a apaisé les situations sur certains cas et certains faits, on a avancé. À la veille de la création de l'Union sacrée. Voilà, le président a consulté. Oui, consultation. A consulté ses concitoyens. C'est de ses prérogatives parce que c'est lui le garant de l'unité nationale. Donc c'est lui, le père de la nation, qui peut parler avec les siens pour que chacun puisse apporter ce qu'il peut apporter comme idée. Chacun de nous a des relations à l'extérieur, chacun de nous a des canaux afin que nous puissions sauver notre pays. Est-ce que, moi j'entends certaines personnes dire, nous sommes en pleine guerre et c'est l'armée qui fait la guerre. On n'a pas besoin de se mettre ensemble Madame, pour gagner la guerre. Non, l'armée ne fait pas la guerre sans la diplomatie. Pour ceux qui disent que l'armée fait la guerre, ils ne comprennent pas. La guerre, ce n'est que sur le terrain, mais la vraie guerre se passe dans des salons. Il faut leur dire ça les jours où vous aurez l'occasion de... Mais vous pouvez leur dire également, vous êtes en train de leur... Comme je venais de dire à Mme Odia, la guerre se gagne dans les salons, pas sur les terrains. Et vous pensez que cette guerre-là de salon est bien menée par la République démocratique du Congo? Je ne sais pas, mais quand les premiers ministres... Vous avez des entrées, quand les ministres, voyez ce quand qui le se ministre passe. Letundu était là, j'ai dit, par exemple, tout à l'heure là, vous avez dit qu'on survolera un peu l'international, on parlera du Soudan, tout ça. Quand les ministres Letundu étaient aux affaires étrangères, lorsque la guerre a commencé au Soudan, moi j'ai appelé les ministres, parce que nous avons beaucoup de compatriotes là-bas, nous faisons frontière, donc j'ai appelé le ministre... On parle du Soudan du Sud. Non, du Soudan. Du Soudan. En général, que ce soit les Soudans ou les Soudans du Sud. Actuellement, c'est les Soudans. Okay. Khartoum. Quand la guerre a éclaté à Khartoum, j'ai appelé les ministres. Je lui ai dit, monsieur le ministre, il y a la guerre, qu'est-ce que nous avons pris comme précaution pour évacuer nos compatriotes? Je ne l'ai pas eu. Je lui ai écrit. J'ai écrit à plusieurs reprises. Après, il y a eu des bombardements où on a perdu certains de nos compatriotes. Et le ministre a fait un communiqué pour dire que non, la RDC va demander les comptes. L'RDC va demander les comptes à qui? Pourquoi nous n'avons pas pris des précautions? Dans la deuxième semaine de l'escalade des violences, je lui ai dit qu'il y a les Ivoiriens qui devaient évacuer les leurs. Dans le cadre de l'unité africaine, nous pouvions nous approcher des Ivoiriens pour faire l'évacuation conjointe. Il ne m'a jamais répondu. Il m'a jamais répondu. Vous parlez de cette guerre dans les salons. On va en parler notamment avec le processus de Luanda pour certains qui semblent un peu stagner. Mais je reviens sur le dialogue d'abord interne. Table ronde, dialogue, concertation, tous les mots que vous voulez. On dit un problème dans c'est le mot là, dialogue, concertation. Les Congolais n'en veulent pas parce qu'après, ça va aboutir au partage équilibré. Tout le monde dit ça, les politiques, on le sait, ils avaient dit ça lors du dialogue de cité de l'Union africaine, ça aboutit à un gouvernement. Madame Odia, nous étions en concertation sous le président Kabila. Et ça aboutit un gouvernement. Mais ça aboutit à ce gouvernement de large cohésion nationale, c'est ça? Vous m'avez vu dans un gouvernement. Vous n'y étiez pas, mais certains mais pourquoi ça avait abouti à ce gouvernement? Parce que nous étions dans un contexte particulier du pays. Donc, chaque pourparler, chaque instant de la République a des circonstances particulières. C'est comme aujourd'hui, nous sommes dans une circonstance particulière. À l'époque, il n'y avait pas la guerre avec l'AFC M23 en 2014, hein, parce que la guerre, on l'a terminée en 2012-2013. Aujourd'hui, nous sommes dans une circonstance particulière. Est-ce que ce n'est pas la répétition de l'histoire? Parce qu'on a les mêmes protagonistes. Vous avez le M23, vous avez la guerre, vous avez pratiquement la même classe politique. Mais nous n'avons pas... C'est pratiquement la même... Non, mais nous ne sommes pas dans la même configuration. Peut-être pas le même chef de l'État, mais... Non, ce n'est pas la même configuration. Là, nous sortions des élections où le président a encore sa légitimité.
Bah, c'est pareil que maintenant, nous sortons des élections où Non, le je président... parle d'aujourd'hui. Ouais. Nous sortons des élections où le président a encore son mandat. Nonobstant que ce soit les mêmes acteurs, les mêmes protagonistes, les mêmes antagonistes, si je peux dire aussi ainsi, mais la circonstance n'est pas la même. On parle de ces protagonistes ou antagonistes. Moi, je vous propose également aux téléspectateurs de suivre cette émission que vous avez eu à réaliser avec notre consort qui ne l'est plus. On la salue là où elle est, Barbara Nzimbi. Oui. Vous parliez déjà du M23. Du retour du M23. Du retour du M23. On suit Oui. cet extrait de cette émission avec Barbara Nzimbi et on se retrouve également après. Partie est du pays, oui. Le M23, c'est une page qui a été tournée. Ce n'est pas une page qui a été tournée. Le massacre non. continue. Le M23, c'est pas une page qui a été tournée parce que je suis très inquiet. Je suis pour qu'il y ait des condamnations sévères de toutes les rébellions. Même si c'est du concours du président de la République d'amnistie après, ne fût-ce que par respect pour les victimes, pour moi, tous les malfrats devaient être sanctionnés de la même façon. Notre armée a des hommes valables. Il faut la situation sociale, la situation politique et la situation économique. On ne va pas stigmatiser notre armée Le problème- avec des hommes qui ont beaucoup de volonté mais avec peu de moyens. Nonobstant que je ne sois pas d'accord avec les gouvernements, on ne peut rien faire. Lorsqu'il y a une majorité qui est définie, pourquoi on doit parler d'une crise? Quand on dit l'esprit qui noie, il croit que c'est la bière. Non. La ville de Kinshasa, c'est une ville cosmopolitaine. Moi, je respecte la parole des hommes. Tant que l'homme ne fait pas les contraires de sa parole, pourquoi on doit interpréter les silences d'une personne? Denis Bolamba, d'abord, êtes-vous satisfait de la composition de ce Non, je gouvernement? vous ai dit d'ailleurs, je ne suis pas satisfait. Moi, je ne suis pas là pour influencer les décisions. Je fais juste une parenthèse parce que vous m'avez posé la question. Maintenant, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Il fallait renforcer les ministères de l'Éducation. Bon, il fallait renforcer les caractères sociaux du gouvernement. Espérons que ce gouvernement répondra rapidement aux attentes de la population. Nous approchons des fêtes et la situation de nos populations est très catastrophique. Nous avons beaucoup de difficultés. Quand je parle de nos populations, je parle de moi aussi parce que je vis avec eux. Il faudrait améliorer nos conditions de vie qui est très très dégradante. J'ai rempli les critères pour briguer n'importe quelle fonction. Donc je serai candidat. Candidat où ça? Il y aura les élections générales. Donc Vous n'aurez pas quand même l'audace de pouvoir vous présenter à la présidentielle. Mais j'ai rempli les critères. Chaque Congolais doit avoir des ambitions pour son pays. Vous allez oser, même si vous saviez déjà réellement que ça ne va pas marcher. Mais comment vous pouvez réfléchir à la place des Congolais? Qui vous dit que les Congolais auront les choix pour messieurs X, Y, Z? On va laisser les choix aux Congolais. Même chef de secteur, je peux servir les Congos en tant que bourgmestre ou chef de secteur. Alors, Ou à la plus haute hiérarchie de la République. Alors, je ne sais pas, c'était déjà en quelle année quand vous avez fait C'était ça? en 2013 quand on sortait de la 2013, déjà à l'époque, vous aviez dit que le M23 va... Parce qu'elle elle a dit, comme vous venez de suivre, elle a dit que la page M23 est tournée. Moi, j'ai dit non, la page n'est pas tournée puisque... Et qu'est-ce qui vous faisait dire ça? Mais maintenant, parce que j'observe la situation de mon pays. Vous êtes un prophète, un devin, un dirait un Non. certain. Parce que nous sommes en 10 ans après, Oui. ça se concrétise. Vous aviez des éléments. Non, si j'observe très bien les acteurs, même tous les acteurs de la classe politique de notre pays, je les observe. Mais exactement, quels sont les éléments qui vous faisaient, qui vous donnaient autant de certitude pour faire ces affirmations-là, Que le comme M23, quoi le M23 va Non, parce retourner. qu'il fallait... Vous savez, quand on termine une situation de conflit, il faut négocier l'après-conflit. C'est l'après-conflit qui est très difficile, Et c'est ce qui n'a pas été fait. je pense. Raison pour laquelle, dans mes analyses, dans mes observations, je m'étais permis de dire à Mme Zebi que la page M23 n'était pas derrière nous, comme elle a dit. Et vous Nous aviez avons cité l'Ouganda. Ils étaient partis en Ouganda, En Ouganda. les M23. En tout cas, en Donc, si cantonnement. on avait bien négocié leur réinsertion, ou C'est tout ce que les gens ne veulent pas, ce mixage-là. Vous prenez leur des armes. démobilisation, Ouais, peut-être. Ouais, démobilisation, parce que réinsertion actuellement, ou démobilisation, peut-être que nous serions en paix. Donc moi je pense que le suivi n'a pas été fait d'une façon très pointueuse. vous êtes de ceux qui pensent que le M23 sont des Congolais. Bon, j'ai vu que c'était une armée du mouvement du 23.
en mars ou mai, quand ils ont signé les contrats. J'ai vu l'AFC qui est là, qui fait la guerre. J'ai vu le président, moi je l'appelle président Nanga parce que c'est l'ancien président de la CNI. J'ai vu le président Nanga et l'AFC, j'ai vu la M23. Il a essayé de donner un visage congolais à une agression rwandaise, diront certains. Bon, je ne sais pas. Mais vous êtes un consultant, vous êtes un analyste, un fin politique, vous avez une idée par rapport à ça. Quand les gens disent que Nanga a donné un visage congolais à l'agression rwandaise ou... Non, mon idée est que le M23 s'est allié avec l'AFC pour combattre le gouvernement légitime du pays. Maintenant, on ne va pas rester dans des mots, on doit aller dans la réflexion des solutions. C'est quoi la solution? Comment on fait? Avec Nanga, le président, vous l'avez entendu, il a dit je ne serai jamais autour d'une même table avec Nanga. Oui. On fait quoi? Ça, ce sont des choses qui sont souvent traitées en interne par un certain groupe de personnes. On ne parle pas de tout devant la télé, surtout quand on est un homme d'État. On parle pas de tout, surtout quand on est un homme d'État, mais on parle quand même du processus de Luanda. Oui. Ça stagne. Ça stagne. On a l'impression que ça fait du surplace quand même. Non, le président Lourenço fait ce qu'il peut dans les négociations. Je pense que les coups de pouce en interne, ça peut aussi faire booster beaucoup de choses dans les négociations de Luanda. Raison pour laquelle... Vous savez pourquoi j'ai ri? Raison pour laquelle, le 31 décembre, j'avais demandé au président de la République qui venait d'être réélu de nous rassembler entre nous. Et j'avais dit que nous étions allés dans les élections dans une circonstance particulière parce que nous avions les M23 à l'Est et à l'époque, nous avions encore les fameux Mobodo qui attaquaient. Raison pour laquelle j'avais demandé, donc dès qu'on sortait des élections, je pense qu'il fallait que l'on se parle pour que nous puissions avoir une sorte d'approche globale auprès du président de la République pour que nous puissions accompagner tous les processus qui devaient être mis en place pour sortir le pays de tous ces marasmes d'insécurité. Alors 6 mois après les élections, après le début du deuxième mandat de Félix Tshisekedi, vous vous dites, tiens, vaut mieux tard que jamais. Sinon, c'est le pire qui nous guette? Non, on ne parlera pas du pire. Il y a toujours des solutions. Il n'y a pas de problème sans solution. Vous ne voulez pas de la guerre. Vous êtes partisan d'une diplomatie. Je suis partisan de... J'ai toujours été partisan d'une diplomatie. J'ai toujours été partisan. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Oui, raison pour laquelle vous savez que notre pays reste toujours sous embargo. Ça, vous le savez, ça n'a pas été levé totalement. Ah, totalement, mais une bonne partie partiellement, oui, qu'on se rappelle raison pour laquelle de dernière communication de l'ancien ministre Lututulola, il y a eu quand même des avancées de ce côté-là. Oui, pas partiellement, parce que la France avait posé son veto. J'étais d'ailleurs indigné parce que nous sommes les plus grands pays francophones au monde. Il fallait que nous ayons l'accompagnement de la France devant de telles situations. Actuellement, la RDC n'est pas apte à mener une guerre. C'est ce que vous dites? Non, je n'ai jamais dit ça. Il ne faut pas me faire dire des choses que je n'ai pas dites. On fait quoi? On est agressé. Les défend. Femmes sont violées. Actuellement, c'est que la RDC fait, c'est de se défendre, pas de mener une guerre. Non, mener la guerre, c'est aussi se défendre. On se défend comme on peut, avec les moyens que nous avons. Et nous devons remettre en place aussi notre diplomatie, afin que nous puissions trouver une solution et l'issue pacifique et d'accalmie générale. Pas d'accalmie provisoire, parce que les accalmies provisoires nous ramènent toujours des problèmes. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait l'accalmie générale dans la sous-région. Nous avons des outils comme la CRPGL qui était là. Je ne sais pas ce que... Qu'on doit réactiver, qui pratiquement... C'était des outils très puissants qui a quand même stabilisé la sous-région. À l'époque du Zaïre, moi je suis un moboutiste, vous le savez, et le président Mobutu était très impliqué dans la gestion de beaucoup de crises par le biais de la CRPGL. Quand on parle d'une diplomatie, on parle de concessions à faire. Oui. Qu'est-ce que la RDC peut faire comme concession? La diplomatie ne rime pas tout simplement avec des concessions à faire. Il y a
Il y a la diplomatie militaire, il y a la diplomatie économique. Vous pensez qu'on peut arriver à stabiliser la sous-région en gardant nos positions actuelles? Non, les positions actuelles, non, parce que le pays subit une rébellion. Mais nous pouvons toujours parler pour avancer. Avancer en quoi faisons? Qu'est-ce qu'on peut concéder? Kinshasa peut concéder. Non, madame, comme je disais tantôt, il y a certaines solutions qu'on trouve en interne avec un groupe de gens très bien précis. Quand nous sommes devant les écrans, on ne peut pas parler de certaines choses sensibles qui touchent les sécurités des pays et les sûretés des pays. Donc, lorsque les opportunités ou les occasions se présenteront, nous essayerons de faire ce qu'on peut faire. Tout à l'heure, vous n'avez pas voulu, comme opérateur. Tout à l'heure, vous n'avez pas voulu qu'on parle vraiment de Fayulu, même s'il il est en train de surfer également sur cette demande, cette exigence. Non, c'est pas que j'ai refusé qu'on parle du président Fayulu. De la table ronde. Je dis que je suis content que maintenant la classe politique a compris ce que j'avais dit le 31 décembre de l'année dernière. Fayulu risque de vous dire qu'en 2019, il avait déjà proposé un plan de sortie de crise. Donc, on est dans cette guerre-là autour de la paternité qui a été le premier à proposer. Jamais moi, je n'aime être le premier dans quoi que ce soit parce que personne n'a inventé la roue. Le plan de sortie de crise. Et je suis content que le président Fayulu puisse parler de ça parce que je lui ai fait part après les élections. Donc, si ça remonte. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mon pays. Je ne l'ai fait pas pour que je sois le premier ou pour que je sois le dernier ou pour que je sois... Non. Moi, tout ce qui me concerne dans tout ce que j'ai fait, c'est le Congo et son peuple. Et pour lui, la seule solution, c'est la cohésion nationale. Est-ce que vous partagez cet avis pour arriver à mettre fin à l'instabilité? Oui, mais madame, vous avez suivi l'interview. J'avais dit qu'il faut ressouder l'unité nationale. La cohésion et l'unité, ce sont des mots français, donc nous parlons tous français. Donc, c'est le préalable. Tant qu'il n'y aura pas la cohésion, tant qu'il n'y aura pas cette unité, on sera... Je parle des frustrations. Et permets-moi, des chefs, de revenir sur ce que j'avais dit. J'avais demandé au chef de l'État de nous parler entre nous. On peut appeler ça dialogue, pour parler, rencontre, comme on veut. Et j'avais demandé que les chefs de l'État puissent parler particulièrement avec le gouverneur Moïse Katumbi, président d'Ensemble, qui est naturellement le président de l'opposition, naturellement pas parlementaire, et le président Fayulu. J'avais demandé que les chefs de l'État puissent parler avec ces deux en particulier. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les plus frustrés, vous nous avez dit, de la République. Ils étaient les plus frustrés. non seulement qu'ils étaient les plus frustrés, mais quand je demande quelque chose à mon pays, je sais pourquoi je demande. Mais pourquoi les deux? Il y avait plusieurs candidats. Non, j'ai dit non. Il y a plusieurs personnalités. J'ai dit qu'on parle. Vous n'avez pas cité Kabila, alors qu'actuellement, on voit que Kabila fait partie aussi, entre guillemets, des frustrés. Je vais vous faire une révélation. Quand j'étais reçu par la SADC, j'avais soulevé mes préoccupations. On allait aux élections, parce qu'à l'époque, il n'était un secret pour personne, le président Katumbi était très menacé pour le rejet de sa candidature, parce qu'on contestait sa nationalité. J'ai dit aux gens de la SADC, je vais vous faire part je vais vous donner la communication finale que j'avais donnée à la SADC. J'ai dit, ces élections, on va avec 3 handicaps. Le président Katumbi, le gouverneur qui est candidat, est menacé. Des 2, nous avons la guerre à l'Est. Et des 3, un groupe politique qui a géré le pays pendant 18 ans ne veut pas aller aux élections. C'est un problème. Je l'avais soulevé à la SADC. Nonobstant que j'ai dit là qu'on se parle entre nous, en particulier avec le président Katumbi et Fayulu, j'avais demandé au président, mais j'avais soulevé la problématique de l'absence du FCC dans les processus devant la SADC. S'ils sont là, quand vous aurez les représentants de la SADC qui étaient là, ils vous diront, j'avais soulevé ça. J'avais soulevé que ce n'était pas bien que nous allions aux élections sans un groupe qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Mais il a fait délibérément, vous avez suivi la conférence, l'interview du président de la République, ce groupe l'a fait délibérément, parce que selon le président Tshisekedi, Kabila est derrière l'AFC. Bon, ça je ne sais pas. Moi, je ne peux pas contredire le chef de l'État, parce qu'il a des éléments que moi, je n'ai pas.
C'est lui le chef de la police, c'est lui le chef des armées. De renseignement. Des renseignements, c'est lui. Donc il a des éléments que moi je n'ai pas. Moi je me tiens à ce que j'avais demandé à la SADC, que l'on puisse, même s'il s'agissait de repousser un peu les élections. Vous savez, dans la vie, même si on repoussait les élections, les gens allaient encore crier. Ah non, on a repoussé les élections. Alors qu'il fallait convaincre le FCC de réintégrer les processus. Donc, les départs n'étaient pas très corrects, raison pour laquelle nous subissons un peu des problèmes. Donc, quant aux déclarations du président de la République, c'est lui le garant des institutions, c'est lui le garant des services. Je ne serai pas là pour... Donc, dans ce dialogue, il faudrait qu'il y ait quand même Kabila. Il faudrait qu'il y ait... C'est un acteur majeur. Le FCC, vous avez cité des noms, je ne sais pas pourquoi vous refusez de citer Kabila. Non, pourquoi vous avez parlé de Fayulu, Katumbi, Kabila. Non, je parle de ma lettre. Ok. Dans ma lettre, j'avais demandé, je ne parle pas de notre conversation actuelle. Dans ma lettre, j'avais demandé que le président parle en particulier avec Moïse Katumbi et avec Fayulu. Si vous voulez, on va réintégrer les FCC dans le pourparler, qui sera forcément si je veux, mais selon vous, est-ce qu'on peut avoir une cohésion nationale, une unité nationale sans le FCC ou sans Kabila? Forcément représenté par le président Kabila, avec qui j'ai eu des très bons rapports de collaboration, je ne cesse de le dire. Nonobstant que je n'avais pas de bons rapports avec son entourage, mais avec lui, on a eu des rapports très cordiaux, je dirais même plus que fraternels, de collaboration. En mettant en place, en parlant déjà le 31 décembre de cette unité, de la création de cette unité nationale, vous vous donniez combien de temps? Quand est-ce qu'on doit réussir? Réussir, c'est en un jour, on se voit, on se parle, ou en 2 jours, maximum 3 jours. Nous sommes des adultes, chacun de nous a déjà dirigé, chacun de nous a le sens de responsabilité. Ce ne sont pas des pourparlers de 10 jours, de 2 mois, de 3 mois. Moi, je pense en 3 jours, maximum 5 jours, on peut avoir une vision des convergences pour le bien du pays. Parce que au cours de quelle thématique? Une seule, 2, plusieurs ou une seule? Une seule thématique. Un thème. Lequel? Restaurer l'unité nationale. En quoi faisant? Ça sera en interne. Il faut qu'il y ait un comité préparatoire. Moi, je me projette déjà un comité qui va essayer de tabler sur les thématiques. Le comité préparatoire pendant un jour. 2e jour, on appelle les acteurs. 3e jour, on parle. 4e jour, on trouve des solutions. 5e jour, on fait le communiqué final. On va voir ce que ça va donner. On va très bientôt terminer cette émission. On a parlé du dialogue, des pourparlers, dialogue en interne, dialogue à l'extérieur du pays, pour essayer de bien vivre avec nos voisins, parce que, qu'on le veuille ou pas, en tout cas, on ne déplacera pas nos bornes. On s'était obligé. On est un peu unis par les sorts aussi avec nos voisins du moment où j'ai appris que le président Fayulu rentre les 31. Peut-être que j'irai les recevoir. Non, je pense que j'ai fait un déplacement le même jour, mais peut-être que j'irai les recevoir. Puisqu'il a dit qu'il a appelé les gens pour aller les recevoir. Pourquoi pas? Mais parce on sera là, mais j'espère qu'on va essayer de capter. Nous ne sommes pas vus. Mais on demande que ça. Peut-être qu'on va capter ces images-là et on présentera ça à nos téléspectateurs qui vont certainement nous dire, mais on va très bientôt terminer. Vous avez voulu parler du conflit au Soudan. Pourquoi? Parce que c'est un pays voisin qui a de l'impact. Soudan, ça touche la Centrafrique, ça touche la RDC. Et nous avons beaucoup de nos compatriotes là-bas. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y a un conflit dans un pays voisin ou en Afrique, j'ai toujours une attention particulière parce que ça a des impacts directs dans notre pays. Est-ce qu'on a un rôle à jouer? Est-ce qu'on peut, bon, nous-mêmes, on est un peu ces géants, certains diront on est ces géants au pied d'argile, mais est-ce que notre apport peut être à quel niveau? Dans la remise ensemble des belligérants. Bah ouais, il risque de nous dire, déjà vous-même, vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble. Non, il ne risque pas de nous dire ça parce que nous, c'est pour protéger aussi nos frontières et protéger nos populations qui vivent au Congo. Parce qu'il y a eu beaucoup de Congolais qui sont morts à Khartoum. Ça, on ne nous le dit pas. Ouais, c'est très peu vulgarisé, j'allais dire vulgarisé. Cette situation me préoccupe. Trop peu médiatisé. Parce qu'il y a eu quelques Congolais qui sont morts là-bas que je connaissais personnellement. Donc c'est une situation très préoccupante.
et qui risque sécurité du pays. Qui risque d'occasionner également l'instabilité de la partie ouest du pays. Quand la guerre a commencé au Soudan, tout ce qui était des groupes armés centrafricains qui s'étaient réfugiés au Soudan, ils sont maintenant aux alentours de chez nous, vers les Touris aux alentours. Raison pour laquelle nous devons avoir des regards très particuliers devant les situations, des conflits qui prévalent dans tous les pays voisins de la RDC. Est-ce que ça a un impact direct? Ça a un impact direct sur nous, sur notre économie et sur notre sécurité. On parle de l'élection présidentielle le plus attendue de l'année, l'élection présidentielle des États-Unis, vouloir ou pas, ces élections a toujours un impact dans le monde et bien entendu en Afrique, mais aussi en RDC. Qu'est-ce qu'on peut espérer? C'est vrai que ce ne sont pas nos élections à nous, oui, mais ça aura des retombées sur nous. Par quel mécanisme? Peut-être vous, en tant qu'expert en relations internationales, pouvez nous expliquer comment est-ce qu'une élection présidentielle qui ne nous concerne pas, mais risque d'avoir un impact sur nos vies, sur notre situation. Comment ça se fait? Parce que les États-Unis, c'est un allié de la RDC. Je vais vous aider. Merci. Merci, madame. C'est très gentil. Je vous en prie. Les États-Unis sont des alliés de notre pays depuis très longtemps. Vous savez, dans notre première indépendance, en 1800 et quelques, quand le Congo est devenu un État, les États-Unis furent parmi les premiers qui ont reconnu le Congo. Donc nous avons une relation du Mathusalem, mais tout ce qui se passe là-bas nous concerne directement, vice-versa. Qu'un démocrate puisse être élu ou un républicain, la politique internationale américaine reste la même? Non, ça change quand même. Bon, c'est pour les intérêts des nations restent toujours le même. Et les intérêts sécuritaires des nations restent toujours. Mais qu'est-ce qui serait mieux pour la RDC, qui est un démocrate ou qui est un républicain? Pour moi, ce qui protégera mieux les intérêts de notre pays. Mais quand vous entendez un Trump parler de la RDC, et Kamala Harris, qu'on entend très parler quand même de la RDC, mais on peut voir par la politique américaine actuelle ici avec Joe Biden, ce qui a été fait par les démocrates, on se dit, mais est-ce qu'on est en plus en sécurité si Trump J'ai vu le secrétaire d'État Blinken venir ici. Après, à Kinshasa, il a fait Kigali aussi. Il a dit que nous étions tous impliqués dans les supports des mouvements armés et qu'il fallait que cela cesse pour établir la paix. Mais tout ça ne passera que par les pourparlers entre nous. Et comme le chef d'État l'a dit, il ne parlera pas avec le M23, il va parler avec son homologue du Rwanda et lui dire ce qu'il pense. Le fait déjà qu'il veut parler avec lui et qu'il souhaite parler, c'est déjà une bonne chose. Après, il y aura des avancées. On l'espère. En tout cas, tout ce que nous espérons, c'est qu'il y ait la paix, surtout dans la partie est du pays. Et j'avais fait un tweet, j'avais dit, le président a dit qu'il va parler, et moi, j'accompagnerai le président dans la direction de pourparlers. Parce que c'est très important, afin que nous puissions définitivement mettre fin à cette situation de guerre. Tonis Cassius Boyamba, on a presque terminé cette émission, mais très rapidement, que peut être l'apport du Sénat actuellement dirigé par Sama Lukonde et l'Assemblée nationale dirigée par Vital Kamerhe dans tout ce conciliabule, ce processus où on tend à recréer l'unité et la cohésion nationale? Merci beaucoup pour cette question particulière. J'appelle ça particulière parce que vous avez soulevé les deux grandes institutions, parce que nous sommes dans un système bicaméral dans notre pays. Si je prends le président Kamerhe, que je connais, mais ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est quelqu'un, un fin négociateur. Et j'y suis intéressé. D'ailleurs, si nous poursuivons ces chemins pour la paix dans notre pays, que le président de la République puisse lui confier des responsabilités dans ces sens-là. Parce que quand il y avait des mésententes entre le pouvoir et les oppositions de l'époque, en 2014, donc j'étais avec lui à Washington, parmi ceux qui représentaient les oppositions, et dans la table ronde interne, il était là,
il avait soulevé des points qui étaient pertinents, qui nous ont aidés après. Hein, parce que je disais toujours les suivis. Les points qu'il avait soulevés nous ont aidés dans les suivis. Et après, au département d'État avec le sénateur Feingold, il y avait le président Kamere, il y avait le président Fayoulou était là, l'ancien premier ministre Sami Badibanga était là. Bon là, on n'était pas encore premier ministre. Il y avait Bolamba qui était là. Thomas Louaka était parti. Médard Louaka était là. Nous avons pu... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses pour le pays, mais qui ne sont pas... Qui peuvent encore faire beaucoup. Mais qui ne sont pas là pour... Et cette nouvelle recrue qui est Sama... pas nouvelle quand on dit dans cette sphère du Sénat, il a été Premier ministre. Nous pouvons nous mettre ensemble pour donner des avis et essayer d'avancer et nous éviter beaucoup de morts et épargner des vies. Parce que la guerre, c'est quelque chose de très horrible. Ce n'est pas une bonne chose. La guerre, c'est pas une chose horrible, mais je tiens à rappeler ce qu'a toujours dit, par exemple, le porte-parole du gouvernement, la RDC et dans tous les fronts, diplomatique, front militaire, front médiatique. Non. Vous partagez pas cet avis? Non, du tout. J'ai toujours dit au ministre de la Communication qu'il confond les journalismes et la communication des crises. Je lui ai toujours dit ça. Dans la vie, quand vous... Vous ne pouvez pas être dans tous les fronts? Non, on ne peut jamais être dans tous les fronts. Déjà, notre communication des crises, c'est du journalisme. On ne fait pas la communication des crises de la façon dont on mène notre communication des crises. On ne sera pas là pour... Le nouveau narratif ne vous convainc pas? Non, non, ça c'est des histoires des enfants. Madame, quand on parle des vies, on parle des choses sérieuses, des vies des nations. La vie des nations, ce n'est pas parler... Quand il parle de front militaire, où il y a des milliers de militaires qui meurent pour sauver l'intégrité, préserver... Déjà dans la communication des crises, on ne peut pas parler de nos morts pour ne pas décourager les autres. Vous ne savez pas qu'on ne peut pas parler? Quand les Ukrainiens et les Russes font la guerre, quand on tue 1000 Russes, et ils diront 10 Russes. Non, mais on tient à rappeler dans l'imaginaire collectif qu'il y a des gens qui se battent pour la nation. Non. Dans la communication des crises, il y a des mots qu'on évite. On n'entrera pas dans ces débats-là. Peut-être qu'on aura encore, si Dieu le veut, des échanges où on parlera que de la communication des crises. Vous êtes journaliste, mais la communication des crises, on apprend ça dans des écoles de guerre, dans des écoles de la diplomatie. C'est tout particulier. Je peux prendre un exemple. Lambda. Très rapidement, parce que là, on est vraiment à la fin. Par exemple, si je vais annoncer à une maman que son fils ou sa fille est morte, de la communication des crises, vous ne direz jamais ça. Vous pouvez dire, madame, je suis désolé, les médecins ont perdu votre fille. Au lieu de dire à une maman, votre fille est morte. Vous voyez les chocs? Il faut faire attention. Dans la communication des crises, on choisit des mots. Ce n'est que partir, mais on va parler. Dans 3 mois, on reviendra encore sur Tony Bolamba, avec qui on va essayer de parler de cette communication, parce que c'est un fait aussi. Il y a un problème, pas un problème, mais il faut qu'il y ait une communication adaptée à la situation. Je suggérerais d'ailleurs au gouvernement de trouver un communicateur des crises. Carrément. Oui, pour bien annoncer les situations des conflits que nous traversons. On va en reparler, j'espère, dans 3 mois, quand on se reverra, pour essayer de faire l'évaluation des différentes propositions que vous avez faites pour essayer de recréer l'unité, la cohésion nationale ici au pays. Madame, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de recevoir Tony Cassius Bolamba, ex-gouverneur de l'Équateur, consultant, expert en relations internationales. Bon, expert, je ne sais pas. Chacun de nous a son expertise, mais j'ai beaucoup de connaissances dans ça. On se dit au revoir, à très très bientôt sur B1 Télévision, mais également sur notre chaîne YouTube, Élysée Odia TV. N'oubliez pas de vous abonner et en attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programme. À notre compagnie, on s'est dit à très très bientôt. Merci.